C'était Comment l'expatriation avant Internet, une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisée par Gauthier Seyss. Allez, si vous voulez bien, vous allez aller jusqu'à votre boîte aux lettres, récupérer votre journal de petites annonces, puis prendre votre stabilo pour surligner ces abréviations que personne ne comprenait. On replonge dans la vie de l'expatriation avant Internet. Et pour ça, direction Tokyo, nous allons au Japon avec mon invité Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. Tu nous as contacté via LinkedIn. Tu as vu cet appel à témoins sur la vie d'expat avant Internet. Ça t'a tilté. Tout de suite, tu t'es dit, tiens, c'est vrai. Est-ce que ça t'a replongé dans tes premières expériences ? Ah bah oui, complètement, parce que ça m'a vraiment refait penser à comment on faisait avant en général, et en plus, comment on essayait de faire quand on partait vivre à l'étranger avant Internet ou avant qu'Internet soit aussi omniprésent que maintenant. C'est ça, parce qu'on peut considérer qu'autour de 2000, Internet existait, mais sans tous les services qu'on a aujourd'hui. C'était pas très très utile, en fait, de façon pratique. Pas complètement, parce qu'effectivement, j'ai eu une boîte aux lettres Internet, une boîte email à partir de 97, mais qui pendant quelques années me servait à rien. Enfin, ouais. Honnêtement, j'avais un email par semaine. Donc effectivement, pendant quelques années, c'était pas très utile, puis c'était très lent. Donc tout se faisait encore à l'ancienne. Donc comme on disait, les petites annonces dans les journaux papier. Alors on va justement recommencer au début, si tu veux bien. D'abord, tu es originaire de la région Champagne, ce qui fera toujours rêver nos auditeurs aux quatre coins du monde, du côté de Reims, avec ses bonnes bouteilles. Je suppose que quand tu reviens en France, tu repars toujours avec une petite bouteille dans les valises. Même pas, parce que souvent ça passe pas la douane. Donc, non. Zut, pas de bol. Tu fais des études en école de commerce, puis tu vas connaître du coup ta première expatriation, 2 ans à Madrid, c'est en 1997. Ensuite, la bougeotte va se poursuivre, 1 an à Luxembourg, tu vas faire un VIE à Singapour, passer 6 ans à Hong Kong, tu arrives au Japon en 2010, tu vas y rencontrer ta femme, qui est elle japonaise, vous allez d'ailleurs avoir un enfant qui a 4 ans aujourd'hui, et parlons tout de suite de Raphaël ou de Akito. Ton enfant a 2 prénoms et il dégaine le prénom selon la personne avec qui il parle. Selon le contexte, effectivement, si c'est un contexte purement japonais, il comprend que son prénom c'est Akito et qu'il peut dire son prénom comme ça. Et sinon, si c'est un contexte français, francophone, il répond à Raphaël et il dit que c'est Raphaël. Donc ouais, il a incorporé le mécanisme, on va dire. Et du coup, je t'ai posé des questions sur toi. Est-ce que avec 20 ans d'expatriation, tu te sentais encore français? Tu m'as dit, je suis un peu dans un entre-deux culturel. Tu te sens pas japonais, mais tu te sens plus complètement purement français. Ah bah oui, tout à fait. C'est vraiment flagrant quand on revient en France. Quand on va en France en vacances, parce que c'est des vacances. Je suis toujours surpris. Je sais pas comment réagir par beaucoup de choses. La manière dont les gens réagissent et me désarçonnent souvent. Et c'est vrai que c'est assez bizarre. Et même la manière de parler, d'ailleurs, parfois je suis complètement à l'ouest parce que je parle plus comme les gens parlent en fait. Mmh. Et pareil, dans le pays d'expatriation où tu te trouves, tu te sens pas non plus un vrai habitant de Tokyo lambda. Ah non. De toute manière, au Japon, c'est un pays, très homogène. Donc en fait, les étrangers, et en plus des étrangers blancs, passeront jamais inaperçus. On sera toujours un étranger. Donc c'est même pas la peine d'essayer de faire semblant. Donc voilà. Tu bosses dans le milieu de la finance, en banque d'investissement. De temps en temps, tu rentres en France. Sur tes 20 années d'expatriation, tu n'es rentré cependant qu'une dizaine de fois, mais tu gardes un peu le contact avec la France en regardant le journal de France 2, en lisant Le Monde. Mais voilà, c'est plus dans tes préoccupations prioritaires. Oui, la France, c'est un peu loin pour moi. J'essaie de rester connecté quand même, parce que j'ai quand même un peu de famille, beaucoup d'amis, mais oui, c'est loin. Enfin, dans ma vie quotidienne, oui, c'est loin. Voilà. On revient il y a 20 ans quand tu débutes ces aventures à l'international. On se remémore d'une période où il n'y a pas Internet et surtout pas de téléphone portable. J'ai l'impression que c'est le téléphone filaire qui te revient le plus en mémoire. À chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, on décrochait son bon vieux téléphone. Ah oui, alors, tout à fait. Je suis parti
en tant qu'étudiant, faire un échange de 2 ans à Madrid. Alors c'est pas le bout du monde, c'est pas loin, mais néanmoins, c'était une époque où il y avait pas Internet, il y avait pas de téléphone portable, où il y en avait. Enfin, c'était très peu répandu, donc chaque chose, il fallait contacter les gens en avance, les contacter chez eux. Si on les avait pas, il fallait laisser un message. Soit quelqu'un prenait un message papier, soit il y avait des répondeurs. Mais oui, c'était voilà, il n'y avait pas de communication instantanée, donc il fallait se préparer, ou sinon il fallait juste, c'était plus spontané aussi, c'est-à-dire que retrouver les gens, si on n'avait pas prévu de se retrouver, on se retrouvait pas, ou alors par hasard. Mais il y avait plus de place à l'impro, on va dire, à l'improvisation. Tu pars faire un repérage à 19 ans avec ton père à Madrid, notamment pour trouver un logement par exemple. Et puis, faut pas oublier non plus que bien que l'Espagne soit pas très très loin de la France, à ce moment-là, on sortait encore des pesetas pour payer. Oui, il y avait les pesetas, exactement. Alors, j'ai plus aucune idée de combien ça valait, mais effectivement, donc il fallait changer de l'argent. Il fallait s'assurer qu'on pouvait retirer de l'argent avec sa carte, parce que ça marchait pas forcément très bien tout ça. Donc c'était, même si c'était un pays à côté, culturellement proche, c'était quand même l'étranger et il fallait quand même se préparer. On partait pas comme ça, voilà. Donc c'était, et puis il fallait, une chose bête, tiens, je viens d'y penser, le fait de se déplacer dans une ville, quand maintenant on a Google Maps, tout le monde utilise Google Maps pour aller chez son à côté. Là, il fallait avoir une carte papier, il fallait se dire, ok, on va dans quel quartier, comment on y va, faut prendre quel métro, quel bus. Enfin, c'était, quand j'y repense, j'ai l'impression que tout demandait plus d'efforts, plus de préparation, mais aussi que finalement les gens étaient habitués à ça parce qu'il n'y avait pas autre chose. Donc finalement, c'était normal de se dire, si je veux aller voir un copain qui habite à 1 heure de train de chez moi à 100 km, voilà, faut que je me prépare, je prépare mon itinéraire, voilà, tout simplement. À 19-20 ans, avec les parents qui sont restés à Reims, tu dois entrer en contact avec eux de temps en temps. Alors c'était quoi, la bonne vieille lettre, ou t'appelais quand même, tu utilisais le téléphone? Ah mais oui, alors, il y avait des lettres, effectivement, il y avait beaucoup de lettres, j'avais oublié. On s'écrivait des lettres, mais il y avait aussi le téléphone, donc on se disait, il fallait se dire, je t'appelle à telle heure, à tel jour, sois là, sois dans ton appart, pour qu'on puisse se parler. Et c'est vrai que les appels internationaux de l'époque, même de la France à l'Espagne, pourtant c'est à côté, ça coûtait assez cher. Ouais. Donc voilà, donc il fallait, on ne restait pas 3 heures au téléphone, c'était 1 heure, une demi-heure peut-être. Ouais, on allait à l'essentiel pour raconter ce qu'il fallait vraiment raconter, ou demander quand on avait besoin d'un petit coup de main. Exactement, ouais, tout à fait. Il y avait ça aussi, oui. Un petit coup de main. T'es parti 3 semaines en backpacking, sac à dos et promenade au milieu de nulle part. Je sais pas, j'ai pas noté où c'était, mais tu m'as dit, une fois qu'on se retrouvait dans cette aventure, on était vraiment livré à soi-même, déconnecté, quoi. Il y a personne pour t'aider. Oui, alors je suis parti avec mon meilleur ami en 2001 en Thaïlande, donc backpacking au classique. Alors, c'est pas non plus la grande aventure, c'est pas les années 50, mais néanmoins, il y avait pas encore de smartphone à l'époque, et donc ça veut dire que quand on partait avec un téléphone portable, je sais pas comment on dirait, un téléphone pas smart, voilà, on était juste déconnectés, et c'était des vacances où on envoie 2-3 emails quand on trouve je sais plus comment on appelle ça, des magasins qui avaient des connexions internet, mais sinon voilà, en 3 semaines, on se balade, on cherche à aller d'un point A à un point B, on prend des bus, c'est la galère, c'est la galère sympa, c'est pas non plus difficile, mais c'est juste que voilà, ça demande. C'était beaucoup moins facile d'organiser un trip parce qu'il fallait se dire on faut chercher un bus à tel endroit, on y va comment à cet endroit, et puis on sait pas à quelle heure sont les bus, donc on arrive et on dit on va attendre 6 heures parce que le bus il est dans 6 heures. Donc c'était vraiment plus des vacances beaucoup plus lentes, beaucoup plus rigolotes aussi parce que ça permettait de rencontrer des gens par hasard au fil du voyage. Mais vraiment, oui, sensation de vraiment décrocher de la réalité, oui. Aujourd'hui, tu vis à Tokyo. C'est quand même un pays qui est ultra connecté, qui est très moderne aussi dans ses outils. T'imagines, à partir d'aujourd'hui, de ne plus être connecté, de ne plus avoir ton téléphone pour tout faire, voyager, payer, se renseigner? Non. Alors, ce serait impossible parce que même pour se déplacer dans cette ville, le téléphone, c'est tout le temps parce que c'est tellement énorme, il y a tellement de lignes de train, il y a tellement de... Non, je sais même pas, j'imagine même pas comment on fait sans téléphone maintenant. J'ai du mal à voir comment on faisait avant, en fait. Je m'en souviens un petit peu, mais je sais pas, ça serait très dur.
Ça serait vraiment très bien, je pense. Est-ce qu'il y a des applications aujourd'hui que vous utilisez qui n'existent pas encore en France, justement, comme on dit souvent que le Japon est très avancé technologiquement? Difficile de dire parce que je sais pas ce qu'il y a en France, mais je pense pas parce qu'il y a, par exemple pour les paiements, on a un truc sur le téléphone qui s'appelle PayPay, qui est un truc chinois d'ailleurs. Non, je pense qu'il n'y a pas forcément plus que ce qu'il y a en France. On a quand même, nous, eu au début du confinement une obligation d'imprimer un papier pour pouvoir sortir promener son chien, un papier qu'on devait remplir à la main. Je pense pas que vous êtes allé jusque-là pendant la pandémie. Alors le Japon n'a pas eu les mêmes critères que la France parce qu'il n'y avait pas d'obligation légale de ne pas sortir. Ouais. Donc en fait, il n'y a jamais eu ces obligations d'avoir des formulaires, d'avoir des espèces de dispenses, etc. J'étais rentré en France rapidement et j'ai vu ce que c'était. Mais non, le Japon n'a pas eu ça, n'a pas eu ce genre de règles en fait. Donc il n'y a pas eu ce problème-là. Voilà. Mais merci Vincent pour ce témoignage. On peut maintenant ranger ce journal papier et le remettre dans son armoire à souvenirs. Merci d'avoir témoigné. Belle journée au Japon. Enfin, en l'occurrence pour toi maintenant, belle soirée puisqu'on a un sacré décalage horaire. À bientôt. Bonne soirée. Français dans le